vendredi 6 juin, 16h43. La vague, Isia. Je récupère par miracle mon équilibre et regarde le sol. Mais c'est quoi ce bordel, putain ? Le carrelage est mouillé. J'ai glissé sur une petite flaque. Perplexe, je constate qu'il n'y a pas seulement quelques traces humides, mais qu'un filet d'eau coule tranquillement vers nous depuis l'autre côté du couloir, à droite. « Je ne pense pas que ce soit normal », remarque Léonie de manière tout à fait rationnelle. Je lui lance un regard éloquent. « Sans blague !» Un grondement inquiétant commence soudain à se faire entendre, montant peu à peu en puissance. Les lumières s'affolent et clignotent, puis s'éteignent d'un coup, nous plongeant dans le noir. Le grondement commence à être assourdissant, et je sens comme un courant d'air commencer à fouetter mes vêtements et mes cheveux. Cette fois-ci, c'est Jonathan qui réagit le premier, nous sauvant tous par la même occasion. « En J1, tout le monde, vite !» La porte coulissante menant au secteur labo J1 est presque en face de nous. Jonathan nous pousse en avant et nous débarquons dans le petit sas précédant le labo en trébuchant. D'un geste vif, il lève le bras et verrouille la porte. L'électricité n'est pas coupée ici, puisque la lumière s'allume lorsqu'il appuie sur l'interrupteur. C'est ainsi que nous pouvons parfaitement voir une vague d'eau gigantesque passer dans le couloir avec tellement de violence qu'elle fait trembler les murs et la porte. De l'eau s'infiltre dans la pièce et vient nous lécher voracement les pieds. De l'écume reste collée sur les vitres, ainsi que quelques algues. Le bruit s'atténue peu à peu. Des gouttes tombent sur le sol. Poc, poc, poc. Mon casque grésille désagréablement dans mes oreilles. Je suis choquée. Je respire profondément et ordonne à mon corps de ne pas se mettre à trembler. Il ne faut surtout pas que je craque. Surtout pas. Je lève une main secouée de petits spasmes et tapote nerveusement sur mon casque dans l'espoir de faire revenir la communication. « On va tous crever », laisse tomber Anna, rompant le silence. Je me tourne vers elle d'un bloc. Je serre ma règle tellement fort dans ma main que je suis à 2 doigts de me blesser avec. Je fais un pas vers elle, menaçante. « Je t'interdis de dire ça, Anna. Si on reste soudés, on va très bien s'en sortir. » Elle n'a pas l'air particulièrement convaincue, mais a au moins la décence d'afficher un air penaud. J'inspire à nouveau à fond. On n'a plus le choix de toute façon. Il est hors de question de repasser par cette porte. Entre l'eau et le brouillard, c'est trop dangereux. Il faut continuer vers l'infirmerie et l'autre escalier. Tout s'arrangera quand on sera arrivé en C4. Cette dernière phrase est totalement absurde, mais ils savent que pour le reste, j'ai raison. Il serait bien plus fou d'essayer de rebrousser chemin. Je regarde autour de moi, tentant de me redonner du courage. Je sens une main sur mon épaule. C'est Léonie, qui m'adresse un sourire timide et un regard débordant de confiance. Juste avant de baisser les yeux et de faire une grimace inquiète. Vous n'avez pas l'impression que le niveau de l'eau monte ? Nous fixons tous le sol. Effectivement, j'ai désormais de l'eau jusqu'aux chevilles. Elle a l'air de s'infiltrer depuis le couloir et, étonnamment, ne s'évacue pas par le dessous de la porte de J1, ce qui aurait été logique. Mais il faut apparemment faire une croix définitive sur la logique tant que toute cette histoire ne sera pas terminée. Jonathan se précipite vers la porte qui mène au couloir et triture le boîtier, mais rien ne se passe. « Merde !» s'exclame-t-il en frappant sur la vitre. Nous faisons toutes sursauter. « Cette saloperie est coincée ! Ça doit être à cause de l'eau !» « Pas de panique !» intervient-je. « Il suffit d'aller en J1 et l'eau s'évacuera dans le labo !» Non sans éclaboussure, l'eau ayant maintenant allègrement dépassé le stade de mes chevilles, je me dirige vers la 2e porte, qui ne bouge pas d'un iota à mon approche. Mon regard se pose alors sur le boîtier sur sa gauche. Le code. Il faut le code. Toutes les portes de laboratoire ont été verrouillées comme celle du secrétariat, c'est évident. Finalement, on devrait peut-être paniquer. « On va tous crever !» répète Anna avec nettement plus de conviction que la première fois. Je n'ai pas le cœur de la contredire et je suis à 2 doigts d'être d'accord avec elle. « Maurice, est-ce que tu connais le code du labo ?
demande-je à mon chef tandis que ma blouse commence à flotter autour de moi. Putain, cette eau est glaciale en plus! Les filles se mettent à couiner autour de moi tandis que Maurice secoue négativement la tête, faisant trembler ses joues. Fiona et Léonie se jugent sur un petit meuble et aident Barbara à se hisser à son tour. Jonathan soulève Anna, qui démarre une nouvelle crise d'angoisse, et la pose au sec tout en respirant avec elle. Maurice reste planté en face de moi, toujours aussi inutile. Je commence à fouiller dans mes poches dans l'espoir d'y trouver quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait nous sortir de cette situation qui commence vraiment à craindre, quand j'entends enfin une petite voix parler dans mon oreille. « Églantine ? Églantine, tu es là ? Je pense qu'il y a eu un problème sur la ligne. »« Margot !» hurle-je de soulagement et d'angoisse. Je l'entends pousser une exclamation de douleur vu que je viens de lui exploser les tympans. « Margot, écoute, on a un grave problème. On est coincé dans le sas de J1 et le niveau de l'eau monte. Il faut absolument qu'on ait le code pour déverrouiller la porte du labo. »« Comment ça, le niveau de l'eau monte ?» me répond ma collègue, incrédule. « Je n'ai pas le temps de t'expliquer. Est-ce que l'une d'entre vous sait où on pourrait trouver ce putain de code ? Blandine, peut-être ?» J'entends mes collègues rester dans le secrétariat débattre avec véhémence et je tente de ne pas crier, bien que l'eau atteigne maintenant ma ceinture. La respiration d'Anna ressemble à celle d'un vieux soufflet usé par le temps et les autres filles sont au bord des larmes. Aucune n'a cependant pété les plombs pour l'instant et elles me regardent comme si je pouvais marcher sur l'eau et toutes les sauver. Depuis quand suscite-je une telle confiance chez les autres ? Peu importe, je vais les sortir de là. Margot ! Oui, écoute, on va essayer de joindre le service informatique, on ne voit que ça. Mais ils ont déjà tous dû être évacués ! Noyant mes protestations, la musique d'attente du laboratoire remplit mes oreilles tandis que Margot tente d'avoir quelqu'un d'autre en ligne. Le jazz et la voix de Pétasse qui m'informe que le laboratoire Morphée est le premier laboratoire de la région et gna 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 contrastent étrangement avec ma situation actuelle, c'est-à-dire prise au piège et sur le point de mourir noyée. L'eau atteint mon nombril, tout comme mon désespoir, quand soudain, miracle. Allô ? Fait une voix suave, ronde comme une myrtille enrobée de chocolat, chaude comme la crème anglaise nappant un moelleux, douce comme le beurre de cacahuète fondant sur ma langue. « Hugo !» expire-je, n'osant y croire. « Églantine, c'est bien toi ? Margot m'a dit que vous étiez plusieurs à être coincés dans le sas de J1 et qu'il y avait de l'eau. Qu'est-ce qu'il se passe ? »« Hugo, pourquoi tu n'as pas été évacué ?» demande-je malgré ma position critique, c'est-à-dire avec de l'eau chatouillant le dessous de mes seins. Et non, ça n'a strictement rien d'érotique. C'était moi le serre-fil. Ils ont verrouillé avant que je sois sortie, répond-il. Et même en énonçant ce fait terrifiant, j'entends le sourire qui dort tout au fond de sa voix et n'attend que d'être réveillé. Serre-fil. On dit toujours en rigolant que c'est celui qui reste pour brûler. Ce rôle est pourri, je le savais bien. Un vrai coup fourré. Églantine ! Ulule Léonie derrière moi. Je me retourne brusquement dans un grand bruit d'eau et constate que le niveau a atteint le meuble sur lequel elles se sont toutes réfugiées. Ok, Hugo, par pitié, dis-moi que tu es comme ces informaticiens des films d'espionnage et que tu peux me craquer le foutu code qui verrouille la porte de J1. Sinon, on va très vite savoir quel effet ça fait d'avoir de l'eau dans ses poumons et je préfère rester au stade de l'imagination dans ce domaine. Je devrais pouvoir accéder au code des boîtiers, mais ça risque de prendre un peu de temps. On n'a pas de temps, Hugo ! Quinge, tandis que le froid mord mes tétons. Ouh, ça fait mal. Mes membres s'engourdissent peu à peu. Je bouge maladroitement pour y faire circuler le sang. Maurice, le seul à être resté dans l'eau avec moi, sûrement parce que c'est moins épuisant pour lui que de grimper sur un meuble, tremble tellement que j'ai l'impression d'avoir un bol de gelée en face de moi. J'entends Hugo pianoter frénétiquement sur son clavier et marmonner des mots incompréhensibles. Je n'ose pas lui parler de peur de le déconcentrer, mais c'est difficile de se retenir de crier quand l'eau commence à atteindre votre cou. Mes pieds décollent du sol et je me maintiens à la surface tant bien que mal. Maurice a des airs de méduse empêtrée dans ses propres tentacules. Je constate avec angoisse que le boîtier est entièrement immergé. « Hugo !» hurle-je encore une fois, et cette fois-ci la peur perce clairement dans ma voix. Je lève les yeux et trouve que le plafond commence vraiment à se rapprocher dangereusement. « Je l'ai !» me répond-il enfin. « Il faut que tu composes le 3, 6, 1, 5. Je vais essayer de débloquer tous les autres boîtiers à distance pour que vous ne soyez pas coincés ailleurs. »« Ok, Hugo ?»« Oui. »« On sauve Purity, et après,
On vient te chercher !» Sans plus attendre, je plonge. Le froid me fait l'effet d'un choc électrique sur le visage, mais en 2 mouvements de brasse, j'atteins le boîtier. Je compose le code en priant de toutes mes forces. Le petit voyant vert clignote pendant 3 secondes interminables. Puis la porte s'ouvre d'un coup. Je suis entraîné par la force du courant et roule sur le sol du laboratoire J1, tandis que l'eau se disperse, puis s'évapore dans un grand nuage de brume.